Néron Mbungu, vice-gouverneur de la ville, la province de Kinshasa, a été déchu de ses fonctions ce samedi 10 avril 2021. 33 sur 35 députés provinciaux présents à la plénière ont voté pour sa déchéance. Et puis Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, a dans un communiqué rendu public ce samedi 10 avril 2021 annoncé avoir pris la tête de la coalition Lamuka restée pour le développement de ses titres. Madame et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation à l'Assemblée provinciale de Kinshasa au cours de la séance plénière tenue ce samedi 10 avril 2021 pour statuer sur le sort réservé au vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Néron Mbungu, à la suite de la motion de défiance initiée contre lui. 33 sur 35 députés provinciaux présents à la plénière ont voté pour sa déchéance. Suivez ces précisions. Accusé d'avoir jeté de l'opprobre et de discrédit sur l'Assemblée provinciale de Kinshasa lors de ses différentes sorties médiatiques, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Néron Mbungu, a été déchu ce samedi 10 avril de ses fonctions à la suite de l'examen de la motion de défiance initiée contre sa personne. Dans la salle de plénière, 33 sur 35 députés provinciaux présents ont voté pour sa déchéance contre un rejet ainsi qu'une abstention. En effet, le numéro 2 de Kinshasa a été monté au créneau ces derniers jours pour fustiger l'opacité de la gestion de la ville par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À cela s'ajoute la problématique du budget alloué de l'opération Kinbopeto, initiée par son titulaire Gentini Gobilambaka. En clair, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Néron Mbungu, était poursuivi par une motion de défiance articulée contre lui par le député provincial Damien Koufi en date du 7 avril 2021 et signé par plus de 8 députés provinciaux. Je l'ai dit dans les titres, confusion au sein de la coalition Lamuka malgré la protestation de Martin Fayulu, Adolphe Muzito. Moïse Katumbi a annoncé à travers un communiqué qu'il a pris automatiquement à partir de ce samedi 10 avril 2021 la coordination de Lamuka. De l'autre côté, à Kinshasa, Martin Fayulu a passé le flambeau de la coordination de la coalition Lamuka à Adolphe Muzito. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis les réformes électorales, Martin Fayulu explique que le vote unique non transférable au système électoral, c'était au cours d'une conférence de presse tenue le vendredi 10 avril 2021. Suivez. La fois passée, on avait les scrutins proportionnels avec le plus fort reste. Et aujourd'hui, nous proposons pour ces élections, élections législatives nationales, élections provinciales, élection sénatoriale, le mode de scrutin qui s'appelle vote unique non transférable. Je répète, vote unique non transférable. De quoi il s'agit? L'électeur n'a droit qu'à un seul choix sur la liste. Les partis mettent leur liste. Deuxièmement, pour une circonscription à un seul siège, les candidats ayant obtenu la majorité simple de suffrage est élu. Là, il n'y a pas de problème. C'est la majorité, celui qui a la majorité est gagnant. Mais pour une circonscription à plusieurs sièges, sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix de la circonscription à hauteur du nombre de sièges à pourvoir. Je prends l'exemple de Tchangou. Pour les élections de 2018, aux élections législatives nationales, il y avait 18 sièges. Et on regarde, après le vote, on classe ceux qui arrivent en nombre de voix, les premiers, les 18 premiers. On les prend. Il n'y a pas de transfert de voix. Si vous étiez dans une liste de 18 et que vous avez eu 100 000, même si le quotient était à 30 000, vous ne transférez rien et vous êtes élu seul. Et si les 18 premiers viennent d'une liste, ces 18-là sont élus. Donc c'est la majorité et les peuples, les citoyens, les lecteurs comprennent plus facilement que j'ai été voté pour madame tel, monsieur tel, et que il ou elle est arrivé en ordre utile et c'est lui qui gagne. Dans le même registre, Martin Fayulu est revenu aussi sur la situation au sein de la coalition Lamuka et beaucoup plus sur le cas de Katumbi et Bimba. On l'écoute. Vous vous êtes engagé dans une entreprise. Vous êtes parti déposer des cahiers de charges. Vous avez négocié et là vous êtes en train de négocier des postes pour entrer dans un gouvernement.
Bon, même si on vous maltraite ou on fait... Ça, c'est votre problème. Mais quel est... Alors, l'entrée à la MOUCA était... donc, nous avons créé la MOUCA ensemble. On ne nie pas. Monsieur Matungulu est parti. Monsieur Niamoussi, qui nous a rejoint à un moment donné, est parti. Nous avons tous constaté leur départ volontaire de la MOUCA. Jean-Pierre Bemba est parti. Ils sont partis. Ils n'ont jamais fait rapport au présidium de la MOUCA. Donc, est-ce que ces gens-là sont membres du présidium? Non, s'il vous plaît. Donc, je crois qu'il ne faut pas perdre le temps. Et ceux qui veulent, comment dire, faire une masturbation intellectuelle où ils ont besoin de je ne sais quoi, qu'ils les fassent. Pour l'instant, la MOUCA est là, nous continuons. Et dans l'entretemps, la MOUCA est allée loin. Donc, nous avons constaté leur départ. Et la MOUCA a changé ses textes. Nous avons convoqué un présidium. Nous avons des textes. Et demain, samedi 10, nous allons faire la passation entre moi-même et le Premier ministre. Direction Assemblée nationale, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a présenté le rapport généraux du processus électoral 2012-2019 et 2019-2020 à la plénière de l'Assemblée nationale. Suivez Corneille Nangaa qui revient ici sur les réformes électorales. Tout le monde parle aujourd'hui des réformes électorales, mais il n'est pas évident que tous ceux qui en parlent aient la même compréhension ou le même objectif. Je voudrais apporter ici l'éclairage de la CENI à cet égard, afin que le moment venu, l'auguste Assemblée puisse décider en connaissance des causes, conformément à l'article 9 de la loi organique, qui confère à la CENI la qualité de conseiller technique en matière électorale, aussi bien du Parlement que du gouvernement de la République. En filigrane de la réflexion globale sur la nécessité des réformes, quelques questions de fond se posent, relevant à titre illustratif les suivantes. Faut-il modifier les lois essentielles sur les élections à chaque cycle électoral? Au cas où l'on opte pour une réforme, jusqu'où peut-on aller? Au regard de la méfiance entre acteurs, comment garantir un minimum de consensus sur les matières à soumettre à la réforme et la démarche à suivre? Comment concilier toutes ces réformes envisagées avec l'impératif du respect du délai constitutionnel de scrutin de 2023? Faut-il subordonner l'organisation des élections au recensement général de la population? Quid du coût exorbitant de la démocratie quant à l'organisation des 11 scrutins et la prise en charge des institutions issues de ceux-ci? Comment moraliser la vie politique? Autant de questions. Tout en relevant le fait que les réformes sont importantes, et il ne faut pas perdre de vue qu'elles ne sont cependant pas obligatoires, car avec ou sans réforme, les élections peuvent être organisées, tant il est vrai que le débat y afférent est souvent orienté et subjectif. Bien plus, une réforme profonde du système électoral va certainement prendre plusieurs années et toucher même à la loi même. Restant toujours à l'Assemblée nationale où le député national Adon Dombassi, proche de Fayula, a sommé le président de la CENI. Pour lui, Corneille Nangaa mérite la prison et doit demander pardon aux Congolais pour avoir fabriqué les résultats aux dernières élections. Suivez. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, cette Assemblée, à ce jour, est profanée. Profanée par la présence de M. Corneille Nangaa. Monsieur Corneille Nangaa, votre présence sur ces lieux souille ce temple de la démocratie congolaise. S'il vous plaît, collègues, pas des attaques personnelles, s'il vous plaît. Merci, Président. Concentre-toi
sur le rapport, s'il vous plaît. Merci, Président. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, la CENI avait pour objectif d'organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales, élections qui devraient être crédibles et transparentes. Et nulle part, il a été demandé à M. Corneille Nangaa ou à la CENI de fabriquer des élections ou de nommer des individus. Ceci a rendu nos institutions politiques d'une manière générale fragiles et non crédibles auprès de la communauté tant nationale qu'internationale. Ceci étant, je vous tiens pour responsable du déséquilibre de l'action politique et diplomatique de notre pays, socle de l'émergence et du développement de chaque peuple qui se veut souverain. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, je chute en sollicitant aux membres du Bureau la mise en place d'une commission d'enquête aux fins d'auditer de fond en comble le processus électoral dont la question sera de dégager les responsabilités de tout un chacun au grand jour, et cela au bénéfice de notre peuple dont nous sommes l'émanation. J'ose croire que cet exercice promouvra le sens d'un vrai état de droit. Pour terminer, j'aimerais dire à M. Corneille Nangaa de demander pardon au peuple congolais. J'ai dit et je vous remercie. Cette fois-ci à la présidence, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé les travaux de construction des infrastructures des 9e Jeux de la francophonie au stade Tata Raphaël. Reportage. Un jour, les anciens se rassemblèrent dans le vestibule et l'invitèrent en lui disant « Mariko, Mariko, si tous les chasseurs agissaient comme toi, tu n'allais jamais... » La langue française, dans toute sa diversité et originalité au service du développement de pays francophones. Alors que la date du 19 août 2022 approche à grands pas, Kinshasa accélère le rythme et prépare ses espaces pour accueillir la 9e édition de ce grand rendez-vous des jeunes athlètes et artistes des pays ayant la langue française en commun. Le président de la République, premier sportif du pays, lui tient fermement à la réussite de ce jeu vitrine de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi s'est personnellement déplacé ce vendredi au mythique stade Tata Raphaël de la Kétule pour poser la première pierre qui va lancer les travaux des réhabilitations et préparations des sites retenus pour abriter ce jeu. Du complexe Tata Raphaël qui verra sortir de terre 12 bâtiments de 7 niveaux avec plus de 2300 chambres pour loger les délégations et 3 autres bâtiments pour les répétitions entraînement des athlètes. Plusieurs autres espaces seront aménagés au stade de Martyrs et à l'échangeur de Limété pour recevoir ces événements. Ces travaux, qui seront exécutés en 12 mois avec une main-d'œuvre totalement congolaise, vont servir le pays pendant de longues années. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministre des Sports ou encore le vice-premier ministre de ZTPR qui ont tenu des discours ont affirmé à l'unanimité que ce jeu va redonner à la nation congolaise ses lettres de noblesse et ainsi honorer son statut de grand pays francophone du monde. Pour donner à l'Afrique l'un de ses plus grands événements, le président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi peut compter sur l'apport particulier des femmes africaines. Pour le haut représentant du chef de l'État à la francophonie Didier Chiyoyo, ces jeux constituent un moment de partage de valeurs autour de la langue française. Du 19 août au 28 août 2022, le Congo et particulièrement sa jeunesse accueilleront la jeunesse des pays francophones. Le Congo se mettra à la disposition de la jeunesse des pays francophones venus de la planète entière. Le Congo sera leur pays. La jeunesse congolaise indiquera à ses frères francophones qu'elle gardera dès lors les bras ouverts pour les accueillir en accord avec deux des valeurs cardinales de la francophonie, la solidarité et la diversité. Je vais également rajouter une qui fait partie des 5e éléments, l'amour. Plus de 40 ans après le combat du siècle y opposait Mohamed Ali à George Foreman, Kinshasa a une fois de plus l'opportunité de se placer sur une orbite à travers ce 9e jeu de la francophonie qui fera affluer vers la RDC plus de 80 délégations et 4000 jeunes athlètes et artistes du monde entier.
Et puis revenons sur cette information, l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, a rendu hommage le jeudi 8 avril 2021 à Lubumbashi à l'archevêque Jean-Pierre Tafunga Mbayo. Reportage de nos amis de Malaika TV. La dépouille mortelle de l'archevêque est exposée depuis mercredi soir dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Ce jeudi 8 avril 2021, les cérémonies d'hommage en mémoire de feu Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo se sont poursuivies. Le programme du jour était consacré au recueillement des fidèles catholiques et des membres des différents mouvements de l'Église, dont le mouvement sacerdotal marial, l'armée bleue, les membres de KKCV, les personnes consacrées, les fidèles des doyennés, Roi Chibelaire, Golfe Kassapa, Katubaki Sanga, la garde d'honneur, la pastorale des jeunes et autres. Parmi les grandes personnalités du pays, l'on retiendra la présence du sénateur à vie à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. L'ex-président Joseph Kabila Kabange a été accueilli avec pompe. Après une brève salutation de la foule, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange est entré dans l'église, où il s'est incliné devant le cercueil. Puis, il a déposé sa gerbe. Par la suite, il s'est recueilli et a observé une bonne dizaine de minutes en méditation. L'ex-président est aussi descendu dans la crypte pour s'enquérir du lieu où sera inhumé feu l'archevêque. Pour immortaliser son passage aux obsèques, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange s'est rendu à l'archevêché accompagné de Monseigneur Denis Moto, nouvel administrateur diocésain de l'archidiocèse de Lubumbashi. Ici, il a inscrit quelques lignes dans les livres de condoléances. Plusieurs personnalités politico-administratives, dont sénateurs, députés nationaux et ministres, ont aussi rendu leurs hommages d'adieu à l'archevêque. C'est le vendredi 9 avril 2021 qu'interviendra l'inhumation du Père dans la foi des fidèles catholiques en général et ceux de l'archidiocèse de Lubumbashi en particulier. Rendons-nous à là-bas où le gouverneur de cette province, Richard Mouyej, a échangé le vendredi 9 avril 2021 à Kinshasa avec l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete. Et vous savez, il y a quelques mois, l'inspection générale des finances était à la province de Lualaba pour faire un travail. Il est tout à fait normal que, comme il est rentré, que nous puissions avoir des échanges autour des observations et des recommandations que l'inspection générale des finances avait formulées et voir de quelle manière nous pourrions matérialiser certaines choses qui ont été relevées par l'inspection générale des finances. Et nous en avions également profité pour parler de la mise en place de la chaîne de la dépense en province, une initiative souhaitée par le chef de l'État. Et déjà la semaine prochaine, nous allons travailler avec la province de Lualaba, la province de Haut-Katanga et la ville-province de Kinshasa pour matérialiser la chaîne de la dépense. Bon, comme vous le voyez, ça n'a pas été facile. Je suis en train de reprendre. Et les médecins ont estimé que je pouvais rentrer au pays. Et je suis rentré depuis 48 heures. Et là, je suis venu répondre à l'invitation de l'IGF. C'était une étape importante avant que je ne rentre en province. Et je crois que tout s'est bien déroulé. Il y a des faiblesses. Il y a un effort de redressement qu'il faut faire. Et essentiellement la mise sur pied de la chaîne de la dépense. Et je crois que cela va nous permettre d'améliorer l'efficacité de la gouvernance. Ils doivent nous faire confiance. Nous devons rapidement rétablir la confiance et la convivialité. On ne développe pas la province dans la division. Et vous pouvez compter sur moi.
Quittons là-bas pour le Kasaï oriental. Après sa déchéance la semaine dernière par l'Assemblée provinciale du Kasaï de cette province, plutôt, le gouverneur Jean-Marie Jamouteba n'a toujours pas présenté sa lettre de démission auprès du président de la République, comme prévoit la loi à ces sujets. Maître J.R. Chilombo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, explique les conséquences juridiques en découleraient au téléphone de John Elimboui. De l'article 42 de la loi numéro 08 012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, l'Assemblée provinciale a la compétence d'adopter une motion de censure contre un gouvernement provincial. Et le même article prévoit que dans les 24 heures qui suivent l'adoption de cette motion, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire et le gouverneur doit présenter sa démission. Malheureusement, cette disposition ne prévoit pas clairement qu'une sanction juridique devra être assortie au cas où le gouverneur refusait de présenter sa démission. Parce que dans la logique, dans l'architecture institutionnelle, l'élégance institutionnelle est un principe de nous qui doit guider le fonctionnement des institutions. C'est que lorsque l'Assemblée provinciale adopte une motion de censure, cela veut dire que l'Assemblée provinciale ne fait plus confiance au gouverneur des provinces et à son gouvernement, son exécutif provincial. Et par voie de conséquence, il n'est pas sur le plan politique possible de diriger tout en refusant de pouvoir tirer les conséquences prévues par l'article 42 lorsque existe une motion de censure. Mais il faut aussi rappeler que la saisine de la Cour constitutionnelle par le gouverneur de province peut aussi avoir une incidence sur le plan des droits, parce qu'au cas où la Cour constitutionnelle relevait une sorte d'irrégularité dans la procédure de l'adoption de cette motion, cela pourra entraîner sa nullité. Ce qui veut dire que sur le plan des droits, la loi, notamment l'article 42 que nous avons relevé, ne prévoit pas clairement la sanction, mais cela va entraîner sur le plan politique une crise, parce que ça serait un manque de courtoisie institutionnelle dans les chefs du gouverneur des provinces, partant de son refus de présenter sa démission. Dans le même registre, les structures de la société civile du Kasaï oriental ont saisi le président de la République, Félix Tshisekedi, en ce qui concerne le refus du gouverneur Jean-Marie Jamouteba à présenter sa lettre de démission conformément à la loi après sa déchéance. Je vous invite à suivre leur déclaration dans ces propos recueillis par John Elimboui une fois de plus. Par ce bras de fer engagé avec les textes légaux et réglementaires de la République, le gouverneur déchu, Jean-Marie Jamouteba, voudrait entretenir une tension sociale inutile dans la province, troublant ainsi l'ordre public avec risque de dégénérer à des affrontements entre quelques jeunes instrumentalisés et la grande partie de la population qui trouve une lueur d'espoir pour le développement de la province dans cette déchéance. À cet effet, nous, les organisations de la société civile de la province du Kasaï oriental, invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, à prendre ses responsabilités en tant que garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions de la République en prenant acte de la déchéance du gouverneur Jean-Marie Jamouteba afin que triomphe la démocratie et l'état de droit. Ce qui éviterait à la province du Kasaï oriental une stagnation prolongée ainsi que des actes de violence, des actes de vandalisme décriés à la veille de l'élection du gouverneur. Par ailleurs, nous recommandons à la hiérarchie nationale de l'UDPS, parti duquel émane le gouverneur déchu et majoritaire à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, de soigner l'image de marque de l'UDPS dans la province natale du chef de l'État en encourageant
Monsieur Jean Maweja Mouteba à saisir les instances compétentes pour faire valoir ses moyens d'opposition à cette déchéance. Fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel de titres. Nirambungu, vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a été déchu de ses fonctions ce samedi 10 avril 2021. 33 sur 35 députés provinciaux présents à la plénière ont voté pour sa déchéance. Et puis Moïse Katumbi, président Ensemble pour la République, a dans un communiqué rendu public ce samedi 10 avril 2021 annoncé avoir pris la tête de la coalition Lamouka. C'était là le rappel des titres. Fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Franck Sang. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tundula, Guilhem Mayamba, Laetitia Maluta. Merci de votre fidélité. Bon week-end chez vous. Au revoir.